Alors, rebonjour, mesdames et messieurs. Nous allons maintenant passer à une table ronde sur la littérature fantastique qui sera dirigée par Jennifer Ricard. Je vous laisse entre ses mains. Merci et à plus tard. Bonjour tout le monde. Oups. Mike? Donc, bonjour tout le monde. Moi, c'est Jennifer Ricard. Je suis bibliothécaire à la Grande Bibliothèque. Et les queers sont de... les nerds queers sont de retour. On a repris le contrôle. Donc, aujourd'hui, on parle de l'imaginaire queer. Et j'ai 3 invités très spéciaux avec nous. Donc, on va commencer avec notre première invitée. On a Chris Bergeron. Bonjour. Qui est auteur de romans de science-fiction. J'en ai un avec toi, puis avec moi, puis ça match en plus. Oui, Qu'est-ce que tu portes aujourd'hui? branding. Il y a Valide et Vaillante. Peux-tu nous dire quelques mots sur tes livres? Absolument. Valide, c'est une autobiographie de science-fiction. C'est en fait la science-fiction, c'est quelque chose que j'aimais comme lectrice, mais le mandat qu'on m'avait donné quand j'ai commencé à écrire, c'était de faire une autobiographie. Et je me suis posé la question, mais finalement, comment est-ce que ça va se terminer tout ça, ma vie? Et donc, j'ai planté le décor dans 30 ans et j'ai imaginé une sorte de scénario un petit peu dystopique. Et l'acte de rébellion dans cette histoire un petit peu à la Blade Runner, c'est faire un coming out. Et donc, ça raconte cette histoire-là. Je puise beaucoup dans mes souvenirs et j'essaye d'en faire une sorte de thriller. Et puis, c'est la première fois que je plante un décor pour la suite aussi, parce qu'il va y avoir d'autres romans, je pense, dans cet univers-là, dont Vaillante, qui est une histoire d'amour lesbienne entre 2 astronautes en orbite de Vénus. Et là, je suis sur le 3e que je suis en train d'écrire, qui s'appelle Vandale, qui va être la suite des 2, en fait, avec les personnages des 2 livres qui vont se retrouver ensemble. Bien, en tout cas, moi, j'ai très hâte de Merci. le lire. Merci. À côté de Chris, on a avec nous, encore une fois, Philippe Aubert-Côté, avec qui j'ai eu le plaisir de parler de bande dessinée hier, pour ceux qui n'étaient pas là. Donc, tu es auteur de la série Le jeu du Démiurge et Le sculpture de vœux, qui sont, je vous le dis tout de suite, disponibles pour achat à la table là-bas. Donc, je veux vous voir à la table tantôt. Peux-tu nous parler un peu de tes romans? Oui, c'est le premier, le cycle du jeu du Démiurge, et un diptyque de science-fiction qui se passe très loin dans le futur et où il n'y a aucun être humain, mais des personnages pleins d'humanité. Donc, dépaysement garanti. Et, il y a entre autres une race, mais c'est nos descendants post-humains très cyborgisés, qui sont aussi hermaphrodites, donc pour pouvoir mieux coloniser l'espace. Donc, je vais t'inspirer de certaines réflexions en bioéthique pour les construire. Et pour le sculpteur de vœux, ça, c'était une expérience vraiment où je voulais tenter de faire un manga en prose. On a beaucoup parlé du manga et de ses codes hier. Donc, je m'étais demandé, est-ce qu'on peut faire la même chose, mais à l'écrit? Donc, et en reprenant l'esthétique, les thèmes, tout ça, il y a beaucoup de personnages queer aussi. Et en ce moment, je travaille sur un roman vraiment d'épouvante. J'aime ça, toucher plusieurs genres, qui est très sulfureux et très LGBT. Donc, je suis en train de... Après le Salon du Livre, je me remets en mode sous-marin pendant 3 mois au moins pour le finir, puis l'envoyer à mon éditeur. Ouais. Donc, profitez-en, il va disparaître après, après notre table ronde. Mais je reste quand même pour les lecteurs, le lectorat. Puis tu disais, t'es bioéthicien de formation, c'est ça? Ça inspire-tu tes écritures? Bien, ça inspire dans le sens, premièrement, où j'ai accès à toutes sortes de théories et d'idées que je peux appliquer. Dans le jeu du Démiurge, la question que je m'étais posée, c'est comment imaginer des post-humains qui suscitent la sympathie ou l'impression qu'ils sont humains. Et là, je m'étais inspiré d'un philosophe qui avait servi à rédiger ma thèse sur les nanotechnologies, qui, lui, avait travaillé là-dessus, puis avait émis des principes que j'ai appliqués. Donc, la bioéthique sert à ça, puis elle sert aussi un peu dans mon approche où je ne suis pas quelqu'un qui aime écrire de la fiction pour passer des messages ou faire de la morale. J'aime mieux poser des problèmes. Et il y a un bioéthicien du nom de Jonathan Glover qui a écrit un principe que j'ai fait mien. Il disait, il y en a qui écrivent des grands livres pour passer des messages. Moi, j'aime ça écrire un livre quand je me retrouve face à un problème. Souvent, ça reflète des fois des problèmes. Je me dis, qu'est-ce que ça donne si j'applique telle théorie ou si je construis un monde basé sur ce concept-là? C'est sans jugement, rien, puis je laisse les lecteurs meubler le reste. Super. Et là, dernier, mais pas moindre, on a Mathieu Lauzon
Dixo, je dis toujours Disco, je pense que j'ai le goût de danser, là, mais qui est éditeur et copropriétaire avec son mari de la librairie Saga. Qu'est-ce qui t'a amené à ouvrir une librairie de fantastique et de science-fiction ici à Montréal? Parce qu'il y en avait plein, donc je me suis dit, non, il n'y en avait pas, donc on va en ouvrir une. Puis là, je vais en profiter pour dire allô à Ilia, qui tient le phare de la librairie en ce moment, qui revient de congé de maladie, justement après 3 mois. Je ne sais pas s'il nous écoute, j'espère, il est mieux. Donc, allô. Puis, donc, la librairie, ben, c'est une passion parce qu'à la base, l'imaginaire, c'est une passion que j'ai enseignée pendant des années comme prof de cégep, comme lecteur, évidemment. J'ai fait mes études là-dessus, la science-fiction féministe et queer, Elisabeth von Harburg et Catherine Dufour et tout. Et graduellement, avec l'enseignement, je travaillais sur des projets avec des jeunes passionnants. On a créé un prix des horizons imaginaires et toutes sortes de projets qui se sont ajoutés graduellement. Et il manquait toujours le côté, la librairie comme espace de communauté, si vous voulez, pour la communauté de la science-fiction, de la fantasy. Puis donc, en 2019, juste avant la pandémie, on a tout mis de côté. Lui travaillait chez Ubisoft. Moi, j'étais prof de cégep. On a démissionné comme des épais. Et on a ouvert une librairie qu'on a voulu ouvrir au printemps 2020. On l'avait bien prévu. Le bail était prévu sur la rue Sherbrooke-Ouest, en plein cœur du quartier Notre-Dame-de-Grâce. En plus qu'on voulait faire ça facile, on s'est mis bilingue, hein, donc let's go. Librairie Salon de thé. Le bail était prêt à signer et 24 heures, 48 heures avant la signature du bail, l'avocat l'avait négocié, tout était prêt. Le confinement commence, donc on s'est dit non, on va peut-être pas la signer parce qu'on aurait perdu 80 000 finalement de loyer. On est allé en ligne, on a fait ça de la maison avec nos chats, on a fait des paquets à livrer en voiture et tout ça pendant des mois. Puis on a trouvé un mini local qui est à côté du métro Vendôme, en fait, à quelques minutes à pied, qui est au 55-74 chemin Upper Lachine, qui n'est pas dans Lachine, mais dans NDG, Notre-Dame-de-Grâce. Puis on a fait la librairie. Et là, depuis ce temps, donc depuis l'automne, décembre 2020, en fait, on tient le phare jour après jour. Et on espère que, vu que la pandémie, elle est toujours là, la pandémie, mais... Et là, il y a la crise économique qui a recommencé, mais on espère pouvoir grandir, faire bouger la librairie davantage, peut-être retrouver un espace plus grand que celui qu'on a actuellement pour accueillir davantage d'événements, des rencontres, le côté communautaire, justement. Parce que c'est ça qui est important dans ce milieu-là de la science-fiction, de la fantasy, comme dans le milieu LGBTQ, c'est l'essence même, c'est la communauté, puis... Ouais, c'est d'offrir un foyer, finalement, une maison à cette communauté-là. Alors, voilà. Oui, c'est super important, la communauté. Oui, vas-y, Chris. Pour le remercier pour tout ce qu'il fait, parce que vraiment, c'est formidable. Ta librairie, c'est un vrai petit paradis, et puis voilà, quoi. Merci. Tu bosses tellement fort, là. Comme toi, t'arrêtes pas. Bon. Là, c'est ça. Puis j'ajouterais, là, tu sais, une librairie qui s'ouvre en plein milieu d'un apocalypse, là, puis qui offre un espace cosy pour se rencontrer, ça ferait un beau roman ça aussi de fantastique. On a l'impression de vivre un récit post-apo. C'est assez ironique, là, mais on continue, on garde espoir. Moi, je suis dans la vague au punk, on va en parler, je pense. On garde espoir en un monde meilleur. Exactement. Donc, dans ma biographie, Denis Martin m'a outé comme nerd, là, mais c'était pas un secret, j'ai mes bas de nerd aujourd'hui même et tout. Là. Moi, la science-fiction, le fantastique, j'adore ça depuis toute petite. Là. J'ai grandi avec mon Star Trek, avec mon Dragonlance et tout ça. Puis j'ai toujours aimé me faire transporter dans d'autres mondes pour réfléchir à des problèmes. Et tu sais, tout ça. Donc, je voulais savoir, justement, c'était quoi votre introduction à ce monde-là et pourquoi vous l'aimez autant? Qui veut commencer? Qui se lance? Je vais me lancer. Moi, c'était en 2e année du primaire avec Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Mais il y a un contexte très particulier. Mon institutrice, à l'époque, c'était une religieuse qui était du genre à dire, il y a les bons et les méchants, moi je suis bonne, vous êtes toutes méchants, vous allez tout aller en enfer. C'était ce genre-là. Elle me détestait en plus, la joie totale. Et là, je découvre le roman de Robert Louis Stevenson qui nous montre que non, il n'y a pas de personnes bonnes et méchantes. Les personnes sont bonnes
et méchante. Et c'est par le biais de la science-fiction que ça arrive. C'est une drogue qui permet au Dr. Jekyll d'exprimer son mauvais côté. Et ça m'a fait réfléchir, tout ça, puis ça a été, mon Dieu, faire une réflexion morale profondément par le biais de l'imaginaire. Puis en plus, ça envoyait promener la religieuse en question. Elle est décédée depuis, donc ça ne me dérange pas d'en parler. Mais je vais avoir la décence de ne pas la nommer. Mais donc, et ce qui est intéressant, c'est qu'en relisant ce roman-là, je l'ai relu plusieurs fois, il y a un côté queer là-dedans qui est très discret. Il y a à peu près une quinzaine de personnages, si je ne me trompe pas. 4 personnages féminins. Le reste, c'est tous des hommes qui sont un peu en boys club. Et les femmes sont très présentes par leur absence quand on sous-entend tout ce que M. Hyde a fait. Mais il y a comme des connotations homosexuelles très discrètes. Je sais que Robert Louis Stevenson était très olé-olé. Est-ce qu'il y a eu des expériences homosexuelles? Je ne le sais pas. Là, il est décédé depuis 100 ans. On va le savoir. On ne peut pas lui demander. On ne peut pas lui demander. Mais il y a quelque chose de très suggéré. Puis j'ai dit, moi, c'est pas mal plus queer que je pensais comme roman-là. À moins que ce soit moi qui le meuble comme je le veux. Ce qui est la richesse aussi de l'imaginaire. Oui, je sais pas. Moi, je relis beaucoup de choses queer dans qu'est-ce que je lis aussi. Là. On parlait des Schtroumpfs hier, là. Oui, Gargamel, les scrupules. Bon, on ne rentrera pas là-dedans. Gargamel. Moi, je suis tombé dans la soupe aux Schtroumpfs. Je suis tombé dans la soupe quand j'avais 2 ans parce que je suis allé voir, enfin, mais je ne suis pas allé voir seul, mes parents m'ont emmené voir La Guerre des Étoiles en 77 quand c'est sorti. C'est là où tu me dis que je ne fais pas mon âge. Fais pas ton âge. Merci. Et donc, et vraiment, j'avais 2 ans, donc mon cerveau a complètement fondu quand j'ai vu les vaisseaux spatiaux et tout ça. Et le seul jouet féminin avec lequel j'avais le droit de jouer, c'était ma poupée de la princesse Léa. Donc j'avais des petites figurines en plastique de tout Darth Vader, machin, mais j'avais une grande poupée Léa qui avait les cheveux comme ça, que je faisais, que je défaisais, que je faisais, que je défaisais. Donc après quelques années, elle avait les cheveux, elle était un petit peu... Et puis c'est resté. Et je pense que tu parlais de Star Trek aussi. Je me souviens d'un épisode quand j'avais The Next Generation. Je devais avoir peut-être 15 ans, 16 ans quand Next Generation est sorti. Je me souviens d'un épisode où il y avait un personnage qui changeait de genre. Il fallait qu'elle choisisse. C'est une sorte de Ursula Le Guin un petit peu avant l'heure, enfin après l'heure plutôt. Et ouais, donc et puis j'ai tout lu. Je lisais tout ce qui sortait et tout ça. Oui, voilà, c'était un peu dans ce genre-là, oui. Mais avec plus de robots. Et ouais, donc. Mais après, je suis devenu snob et pseudo-intello quand j'ai dirigé le journal Voir. Et donc à partir de ce moment-là, j'ai abandonné la science-fiction et c'est seulement après quelques années que je me suis redonné le droit de rêver un peu. Bien, on est content que tu es revenu. Merci. À notre monde de nerd. Puis j'ajouterais, parce que je vais faire ma promo de Star Trek, une que j'ai bien aimée, c'est l'enfant robot de Data. Se donne le droit de choisir de son genre. C'est elle qui choisit, oui aussi. Oui, c'est elle qui choisit son genre. Il y en a plusieurs qui choisissent. Oui. Oui. Il y en a une autre, Riker veut coucher avec, mais Riker, il veut coucher avec tout le monde. Ouais. Oui, mais ça, c'est... lui, c'est le omnisexuel de la série. Pansexuel, pangalactique. Mathieu? Écoutez, moi, c'est une œuvre pas pantoute queer. Ça me désole un peu que ce soit celle-là qui m'a fait tomber dans... Je vais aller plus dans la potion magique que dans la soupe aux schtroumpfs, par contre. Mais c'est un roman que ma mère m'a fait lire. Puis elle, c'est pas une lectrice spécialement d'imaginaire, de science-fiction, de fantasy, mais elle aimait lire. Puis elle m'a fait lire... En fait, avant ça, elle m'avait fait lire du Anne Rice. Les sorcières Mayfair que j'ai lu. Puis après avoir passé à travers tous les romans dont je suis un héros, toutes sortes de livres aussi, La Courte Échelle et compagnie. Puis à un moment donné, elle m'a donné un livre qu'elle m'a dit avoir lu. C'était au chalet l'été, puis on s'ennuyait. Un livre qu'elle avait lu pendant que sa grossesse, là, pendant qu'elle était enceinte de moi. Fait que là, il y a comme toute une symbolique là-dedans qu'elle a lu pendant que j'étais en elle. Puis là, je l'ai continué. Ça l'a imprégné de ton être. Puis, je ne sais pas si elle lisait à voix haute ou pas, mais j'ai tripé sur ce roman-là. C'est une série de 15 volumes, là, en fait. C'est La Belle Gariade de David Eddings. Donc, moi, à la base, je suis plus fantasy que science-fiction ou horreur, même si j'aime toutes les saveurs de l'imaginaire. Mais c'est la série, de la fantasy épique avec une
grande communauté de héros, en fait, qui vont soutenir un jeune héros qui va devoir, à cause d'une prophétie, là, il y a du déterminisme à full spin là-dedans, qu'il va devoir sauver le monde, même si ça ne tente pas. Bon. Mais c'est un univers vraiment riche, intéressant, intriguant. Je l'ai lu à répétition. C'est une série qui m'a donc marqué vraiment. Le goût du dépaysement, le goût d'aller voir ailleurs, de voir autre chose que le quotidien. Je rêvais de vivre dans ce monde-là. Je dessinais les maudites maps là, pendant des heures. Je voulais aller là-dedans, dans la cuisine de la tante Paul, où ça sent tellement bon, la nourriture et tout ça. Puis, en tout cas, voyager avec ces personnages-là. Puis, j'espérais avoir des pouvoirs un jour qui allaient s'ouvrir. Puis, bon, tout ça. Bon, c'est pas ça qui est arrivé, mais quand même. Puis là, malheureusement, cet auteur-là, tu sais, quand on dit ne rencontrez pas vos héros, là, cet homme-là, David Eddings, qui a écrit d'autres séries que j'ai adorées aussi, des années plus tard, j'ai réalisé que c'était une crapule. Là. Lui et sa femme ont été, dans les années 70, là, je ne veux pas me tromper, là, mais arrêtés pour avoir molesté des enfants. Fait que là, je suis comme, ouais. Fuck. Moi, à la fin de mon adolescence, j'aimais beaucoup Marion Zimmer Bradley. Donc, Fait que c'est une longue histoire. C'est un gros débat, mais ça reste le roman qui m'a vraiment donné la piqûre de la fantasy. Puis là, après, j'en ai lu une tonne. Puis j'ai découvert aussi tout l'aspect queer, justement, de l'imaginaire. Puis je suis rentré à fond dans ces œuvres-là après. Mais c'est ça, c'est un roman de fantasy qui m'a, plus que de science-fiction, pour l'aventure. Tu sais, ils sont différents, mais je pense que les deux, ça nous fait voyager. Puis je les adore tous les deux. Puis justement, tu sais, on parlait... tout ce qui est différence de genre, de sexualité, c'est pas nouveau dans la science-fiction. C'est deux des grandes dames de science-fiction, selon moi en tout cas, Octavia Butler puis Ursula Le Guin, parlent justement du genre beaucoup dans leur histoire. Je pense que tu as The Left Hand of Darkness là, à côté de toi. Puis, tu sais, les histoires de vampires, qu'on aille jusqu'à Dracula puis Camilla, ça a toujours été très gay. Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose dans ces littératures-là qui les rend plus propices à la différence, à l'exploration du genre et de la sexualité? Tu as l'air de me regarder. Je regarde tout le monde. Okay. Là. Je vais aller vite, comme ça je vais aller pouvoir clôturer. Ça va prendre plus de temps. Je vais dire oui. Parce que c'est la base même de ce que ces littératures dites de l'imaginaire sont. Ça n'a pas à prétendre être le reflet fidèle de la réalité comme on imagine que la réalité est. Parce que la réalité peut être toutes sortes de choses aussi. Hein? Ça, c'est une autre question. Mais ces littératures-là peuvent donc servir, sans que ce soit des romans à message, évidemment. Ce sont des littératures où on n'a pas à se limiter au cadre du réel. On peut imaginer de façon toujours cohérente, s'il vous plaît, parce que ça, c'est un autre enjeu important. Il faut que ça reste cohérent, il faut que ça fonctionne. On peut imaginer d'autres possibles. Et c'est donc tout le potentiel de la science-fiction, de la fantasy, de l'imaginaire, c'est d'offrir d'autres choses. Et si on retourne lire ces œuvres-là, comme la main gauche de la nuit, par exemple, de Ursula Le Guin, qui date quand même de quelques décennies, l'autrice féministe qui a baigné dans la science-fiction et dans l'anthropologie aussi, évidemment, la science humaine, mais elle a pu se dire, il y a des problèmes qui m'affectent au quotidien, mais je vais sublimer ça à travers la création et tout ça. Puis des fois, c'est de façon tout à fait inconsciente pour la plupart des auteurs. Et je vais proposer un autre monde possible où on n'est pas limité au fait qu'on aurait supposément deux genres. Ce qui est, comme on l'a compris, c'est faux. Où on aurait le bagage lourd de l'esclavagisme historiquement. Ben, on pourrait imaginer d'autres mondes où ça serait inversé, où ce serait autre chose, ce serait différent. Donc, ce sont des littératures très fortes, pas uniquement pour le côté divertissant, car elles le sont aussi. C'est ça qui est intéressant avec la science-fiction, la fantasy, des genres divertissants ou qui peuvent l'être, mais ce sont aussi des genres où on peut tout explorer. Il n'y a pas de limite. Alors, si vous êtes un auteur et vous avez envie d'oser écrire autre chose, bien, c'est ces littératures-là qui vont vous permettre le mieux probablement de le faire, honnêtement. Donc, j'arrête là. Oui, mais c'est ça, exploration des tabous. Hein, on va même faire exploser les tabous et puis exploration des possibles. D'ailleurs, je trouve qu'aujourd'hui, c'est peut-être
plus difficile d'écrire de la science-fiction impactante parce qu'il y a énormément de tabous et de possibles qui ont déjà été explorés. Aujourd'hui, c'est sûr que maintenant on passe dans la notion de transhumanisme et tout ça. Et déjà là, ça fait longtemps que des gens y réfléchissent. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on revient vers une science-fiction qui est moins une exploration des tabous et des possibles, parce qu'on a à peu près touché à tous les scénarios, mais une science-fiction de l'intériorité et une science-fiction du sentiment. Et ça, je trouve ça très intéressant parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ça, je pense. Personne ne s'intéresse aux états d'esprit du capitaine Nemo. Tu vois, est-ce qu'il était dépressif? Est-ce qu'il prenait de l'Ativan? On ne sait pas, quoi. Tu sais, il ne fait pas soleil. Ça l'aurait aidé, je pense. Mais oui, mais peut-être, en fait, il était... Oui, en plus. Mais ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant aussi. Mais c'est sûr que pour les lecteurs, après ça, la science-fiction a eu ce rôle-là, c'est-à-dire que tu ne pouvais pas, si tu étais un homme hétéro, regarder deux hommes qui s'embrassent, c'était pas bien, mais si tu mettais des antennes sur un des deux, ou si l'un des deux était un peu homme lézard, il n'y a pas de problème. Il y avait ce film Enemy Mine que je suis allé voir avec mon père dans les années 80, mon père le plus hétéro des hétéros, et qui a des femmes partout dans le monde, et j'ai plein de frères et sœurs de toutes les couleurs, une femme dans chaque port. Et donc, il m'a amené voir Enemy Mine, qui est littéralement l'histoire d'un homme et d'un extraterrestre. L'extraterrestre a l'air assez masculin, mais il tombe enceint, l'extraterrestre. Et puis, pas de problème. Voilà, parce que c'est un homme lézard. Donc, ça permettait ça. Ouais. Non, je me souviens de ce film-là. C'était Lou Gossett Jr., qui est assez viril, bâti, qui faisait des gros militaires dans l'armée. Mais oui. Puis je me souviens qu'il fait l'homme lézard. Puis on voit qu'il commence à tricoter. Il y avait des grands moments de tendresse, oui. Parce que là, puis il lui faisait des petits un enfant. Puis de voir que c'est Denis Quaid qui ramasse l'enfant. Ah non, c'était cute, ça. Ça m'avait marqué aussi. Le côté queer dans l'imaginaire, j'irais même jusqu'à dire que peut-être que l'imaginaire, faire de l'imaginaire en écrire est peut-être même fondamentalement queer. Parce qu'en fouillant un peu, en faisant mes recherches, je me suis rappelé que le mot queer, à l'origine, ça veut dire bizarre, étonnant. Bon, il y avait la connotation de pervers aussi à l'époque, c'était une insulte. Fait amusant, il disait que j'ai lu que la plus vieille mention écrite du mot queer, c'était dans une lettre du marquis de Queensberry qui parlait de la sexualité de son fils, qui avait une relation avec Oscar Wilde. On sait ce qui lui est arrivé. On sait aussi que toutes les œuvres fantastiques qu'Oscar Wilde a fait. Puis après ça, c'est William Burroughs, un des pères de la Beat Generation, donc un des amis et amants de Jack Kerouac et Allen Ginsberg, qui a écrit, après Le Festin nu, un roman qui s'appelait Queer, mais qui a juste publié tardivement. Et lui-même faisait beaucoup de... il a fait de la science-fiction, même si son chef-d'œuvre, Le Festin nu, c'est plus une esthétique de science-fiction alors que c'est un délire. Donc, il y a quelque chose de queer, bizarre, l'imaginaire, il y a une certaine parenté. En plus, à quel film emblématique la communauté s'identifie beaucoup? Le Magicien d'Oz, qui est très, très queer. Est-ce qu'on a des amis de Dorothée ici? Mais comme je disais à Denis Martin-Chabot au micro de sa radio lundi, quand on y pense, la méchante sorcière de l'Ouest, là, sur scène, là, elle ferait un tabac dans un show de drag queen. Hey, elle apparaît avec un show de boucan, de même, puis elle veut voler les souliers de l'autre en lui disant « Ma chérie, moi aussi, je peux en causer des accidents. » Ça serait parfait, là. Donc, il y a ça. Et aussi, ce que j'ai découvert avec surprise, c'est que beaucoup d'auteurs, fondateurs du fantastique et de l'imaginaire sont queer, on le redécouvre. Shakespeare, il y a plein de fantômes dans ses pièces de théâtre, très queer, le bonhomme. Henry James, qui a posé l'histoire de fantômes. Vers la fin de sa vie, on a su qu'il était gay, tu sais. Puis ça explique certains sous-entendus dans ses romans. Mary Shelley, je ne le sais pas, mais son mari, Lord Byron, ses amis avec qui elle a écrit, elle a jeté les bases de Frankenstein. Oh, ils faisaient un tas de choses dans leur party, dans leur chemin noir. Le trouble. Ça semble pas mal trouble. Bram Stoker aussi, là, il y a des choses qui se passent. Bram Stoker, tout ça. Donc, puis il y a d'autres auteurs que j'ai découvert que, sur un site web spécialisé qu'ils étaient queer. Et le drame, c'est que j'ai vu que certains auteurs avec lesquels je suis ami Facebook, là, j'ai découvert qu'ils étaient queer sur Internet. J'ai dit, là, j'ai écrit, là, pourquoi tu ne m'as jamais rien dit? Ma petite Noro, tu sais. C'est quand même gênant un peu, j'avoue. Mais on redécouvre un peu cette histoire-là. Et il y a beaucoup d'auteurs queer qui ont contribué à l'imaginaire. Donc, ça m'incite à dire qu'il y a quelque chose de fondamentalement queer dans cette approche de la littérature. Mais il y a quelqu'un qui m'a dit plus tôt aujourd'hui, là, les nerds, on est queer à la base. Là, on a juste à regarder le fanfiction un peu, là, puis...
passons justement, oui, depuis la base, c'est un peu queer, mais on voit comme une explosion ces temps-ci d'auteurs de science-fiction, fantasy, qui écrivent des livres ouvertement queer. Là, on pense, par exemple, tu sais, moi, quand j'étais jeune, j'avais mes petits livres d'Ellen Kushner qui avaient la fantastique gay et tout ça. Oh, j'adore. Puis c'est tellement une gentille dame. En tout cas, puis je les attendais avec impatience parce que c'était à peu près tout ce qu'il y avait. Mais maintenant, tu sais, on a des Becky Chambers, N.K. Jemisin, River Solomon, là, qui a fait un petit roman incroyable sur des sirènes qui sont nées de femmes esclaves qui ont été jetées dans l'océan. Donc, vraiment touchant comme histoire. Mais en tout cas, il y a plein d'auteurs, autrices comme ça qui écrivent, qui gagnent des prix. Il y en a de plus en plus. À quoi doit-on ce beau changement, pensez-vous? C'est-tu plus de tolérance dans la société? C'est-tu les éditeurs qui changent? Qu'est-ce que vous pensez? Il y a différents facteurs. Hein. Oui. Il y a un facteur, je dirais, d'industrie qui est lié à la société, c'est-à-dire que les maisons d'édition se sont rendues compte qu'il y a un marché pour ça et donc décident de publier des livres qu'ils ne considèrent plus comme des risques commerciaux. Et même à l'inverse, qui se disent on va peut-être réussir à en vendre quelques-uns parce que c'est queer. Donc ça c'est bien. Il y en a d'autres, c'est par souci de suivre l'évolution de la société aussi, parce que tous les éditeurs ne sont pas juste motivés par l'argent, certains sont motivés par d'autres choses, et donc aussi par ce jeu de miroir avec la société. Et puis, il y a quelque chose, je pense, qui est propre à notre génération, et qui est le mélange des genres littéraires. C'est-à-dire, aujourd'hui, comment dire, un roman de science-fiction peut être aussi bien dans la section littérature que dans la section science-fiction. Et aujourd'hui, on ne sait plus trop où classer les choses. Et je pense que cette explosion a permis aussi d'étendre le domaine de l'imaginaire. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? J'allais parler, là, mais je vais pas prendre toute la place. C'est juste pour dire que c'est extrêmement complexe comme question, parce que oui, c'est autant l'industrie que valeurs humaines et tout, des gens de ce milieu-là, mais aussi, ça prend des œuvres du passé et on les redécouvre justement en tant qu'œuvres queer pour qu'une nouvelle génération d'auteurs qui les a lus aient en eux-mêmes envie de faire leurs propres œuvres et de peut-être prendre davantage de risques ouvertement et tout, et de proposer une littérature qui sera clairement, visiblement queer, qui va se présenter comme tel. Donc, il y a tout un enjeu de génération de travail, de lecteurs qui sont devenus des auteurs, qui ont, avec tout ce que tu viens d'expliquer, le milieu de travail qui permet aujourd'hui d'apporter ces textes-là. Mais ça fait des années qu'il y a des textes d'imaginaire queer qui circulent, en tant que dans les fanzines, qui circulent, pas publiquement, dans les collections officielles des grands éditeurs généralistes. Mais il faut aussi dire, par contre, que pour ce qui est du marché québécois, on est quand même aussi à une étape où on est en train de découvrir ça. Les auteurs dont on a parlé, que tu as identifiés tout à l'heure, étaient surtout aussi des auteuristes américaines, anglo-saxons. Oui. Donc, ça prend de la traduction. Pour ceux qui ne lisent pas en langue originale, et déjà, la traduction est un risque financier en soi assez important. Et ça prend des nouvelles voix locales pour pouvoir en faire. En France, on a commencé à en voir un petit peu, mais c'est encore très, très fragile. Et là-bas, je vous dirais, c'est quand même aussi une société qui est très... c'est fraternité, hein, c'est pas sororité. Fait qu'il faut faire attention, mais il y a un plus gros volume, il y a un plus gros bassin de lecteuristes là-bas pour en lire de l'imaginaire. Donc, des trucs plus nichés ont potentiellement plus de lecteuristes que si c'était ici. Puis aux États-Unis, bien justement, un truc niché sera déjà là-bas probablement aura un bassin de lecteuristes plus gros là-bas que l'ensemble du bassin de lecteuristes québécois au Québec. Oui, donc, notre petit marché est un peu notre... Mais il faut prendre des risques. Si je peux juste rajouter un
très, très rapidement. Une des raisons peut-être aussi pour laquelle cette littérature queer aujourd'hui est en train de prendre de l'essor partout dans le monde et surtout en Amérique du Nord, c'est qu'on a eu peur ces dernières années. Avec Trump, avec le discours ambiant qu'on retrouve en Europe, qu'on retrouve en Russie, qu'on voit, enfin on lit tous les nouvelles. Donc, et je crois que cette peur nous donne envie, en tout cas nous donne le devoir d'imaginer d'autres mondes et de prévenir aussi. Alors, c'est pour ça qu'on voit beaucoup de dystopies queer comme des avertissements. Oui, c'est ça. Je vois comme deux façons de l'approcher. Soit quelque chose un peu plus hope-punk, peut-être un monde où ce que la transphobie, l'homophobie n'existe pas, ou au contraire, prendre à l'extrême les problèmes qu'on a pour vraiment voir où ce que ça pourrait aller, le côté plus peur, oui. Mais, bon, c'est ça, parce que toutes les interventions de mes deux collègues, non, je suis entièrement aussi d'accord avec ça, c'est multifactoriel. Deux choses. Je faisais mentalement la liste des auteurs d'imaginaire queer que je connais au Québec. Donc, chez À lire, il va y avoir moi, Sylvie Bérard, vous avez Daniel Cernine, il y a François Lévesque qui a fait un peu de fantastique. Il y a longtemps, ils ont publié un roman, Le chromosome Y, de Léona Gomme, qui était une autrice lesbienne qui est décédée aujourd'hui. Si vous allez du côté d'ADA, vous allez avoir Yvan Godbout, par exemple, qui lui-même dit qu'il aime ça, mettre des personnages queer dans ses romans, et à chaque fois, il se fait écrire sur Facebook pour dire pourquoi tu as fait un couple gay ou un personnage. Il se fait poser la question. Au niveau du lectorat, il y a quelque chose encore à faire. Il y a Suji Sokol qui est dans la salle aussi, qui est un bon exemple. Et même Michel Tremblay a commencé sa carrière en écrivant du fantastique, les contes pour buveurs attardés. Mais à moins qu'il fasse un coming out comme auteur de fantastique, bon, il n'est pas associé quand même à l'imaginaire, mais il a commencé comme ça. Il y a un autre aspect aussi du problème, c'est qu'écrire de l'imaginaire solide, c'est difficile. C'est une autre paire de manches. Et c'est pas que le désir manque. Moi, à la fois comme auteur, mais à la fois comme langagier qui fait aussi de la direction littéraire, j'ai vu beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui veulent écrire, de un. Il y a beaucoup de gens qui veulent écrire de l'imaginaire, surtout de la science-fiction, alors que l'horreur a tendance à mieux rouler au Québec. Mais il y en a 1% qui écrit bien, puis peut-être 0,01% qui va tout de suite avoir la maîtrise qu'il faut pour y aller. Ça nécessite un apprentissage. Moi, j'ai toujours eu le besoin d'écrire. J'ai toujours voulu écrire de l'imaginaire. En tout cas, après Dr. Jekyll et Mr. Hyde puis La religieuse. Là. Mais je savais écrire. Mais à une époque, Solaris, la revue Solaris refusait mes nouvelles. Et c'est Feu Joël Champetier, rédacteur en chef, qui m'a dit « Écoute, tu sais écrire, hein, tu as de quoi pour faire des beaux personnages, des belles images, mais il faut que tu apprennes à raconter une histoire. » Elle me dit « Il y a Elisabeth von Arbour a commencé à redonner ses ateliers. Veux-tu que je lui écrive? » Il lui a écrit, j'ai écrit à Elisabeth, j'ai fait ses ateliers. Puis mon problème, c'est qu'il fallait que j'apprenne à penser différemment pour raconter une histoire dans le cas de l'imaginaire, parce qu'il faut construire tout un monde, il faut qu'il soit cohérent, les personnages doivent être différents. En tout cas, donc, il y a beaucoup de défis. Il y a des défis de narration aussi. Si vous arrivez avec des néologismes, comment s'arranger pour que le lecteur rencontre un mot et le comprenne? Il y a toutes sortes de petits défis techniques. Et les amis, des fois, que je coach pour leur récit, c'est ça qu'ils ont. Ils savent écrire, mais c'est toute la gestion de l'info. Il y a un apprentissage à faire. Puis, juste quand je leur dis, écoutez, si vous voulez écrire de l'imaginaire, voici la liste de 5-6 livres que vous devez lire avant qu'on jase, c'est décourageant. Donc, il y a de l'apprentissage à faire. Donc, il y a quelque chose à faire aussi pour aider les auteurs et les autrices à apprendre. Oui, donc peut-être pour notre prochaine génération d'auteurs, d'autrices queer au Québec, on aura besoin de mentors et tout ça. Un peu comme on avait avec Queer Academy ou quelque chose comme ça, ou même juste réseau de support pour les aider à se découvrir. Puis comme tu dis, il y en a que peut-être qu'on ne sait même pas qu'ils sont queer, puis ils existent. On les redécouvre après coup. Oui, c'est ça. Je voulais justement vous demander, excusez. Je voulais vous demander, tu sais, on a de plus en plus de littérature queer, mais est-ce qu'il y a des choses que vous voulez encore voir, que vous voulez découvrir? Moi, par exemple, j'aimerais voir beaucoup plus d'asexualité et de polyamour dans nos romans de science-fiction. Est-ce qu'il y a quelque chose que... Oui, on a des auteurs, autrices ici, donc peut-être que vous pourrez l'écrire vous-même, donc vous n'avez pas mon problème, mais est-ce qu'il y a des choses que vous voudriez voir dans cette fiction-là? Chris, tout à l'heure, a mentionné que la science-fiction devient s'ouvre davantage au récit intimiste, qui est une très bonne chose. On doit explorer, et moins à mettre à terre les tabous, à travailler les tabous et tout ça. Mais il y a un tabou
selon moi, ou un sujet important qui est queer en soi, mais peut-être pas à première vue, c'est de pouvoir imaginer des récits post-capitalistes. Je rêve de revoir... C'est ce que j'aime lire personnellement parce que j'ai l'impression que la plupart de mes problèmes au quotidien sont liés au fait qu'on vit dans un monde capitaliste. Alors, est-ce qu'on peut imaginer des histoires, des récits, des mondes, des sociétés, donc, post-capitalistes? Et la science-fiction peut le faire admirablement. On le voit dans certains récits, notamment Hope Punk de Becky Chambers, les plus récents en particulier. Bien, on dit depuis tantôt le mot Hope Punk. Ouais. Est-ce que tu veux expliquer à ceux qui nous écoutent qu'est-ce que tu veux dire par ça? Hope Punk, c'est drôle parce que c'est un terme qui est apparu il y a quelques années. Là. Il me semble que ça finit par un 7, l'année 2017, quelque chose comme ça. Mais c'est un terme qui est apparu, puis justement, c'est très marketing, là, donc c'est très capitaliste finalement comme expression, mais on peut le retravailler. C'est un terme qui est apparu dans les dernières années en ligne avec certains auteurs, commentateurs et tout. L'idée qu'on veut raconter des histoires qui se mettent en opposition à d'autres genres très présents en imaginaire, le grim dark, là on va rentrer dans la liste des termes, la fantasy très très sombre, pensez genre si vous avez vu ou lu Game of Thrones, mais puissance 1000, des récits très très lourds, très très pessimistes, mais en science-fiction aussi, donc il y a eu toute la vague de la dystopie notamment, qui à un moment donné quand on arrive dans la pandémie, on a l'impression de vivre dans la dystopie au quotidien aussi, et c'est aussi le succès des séries sur la télé, notamment Handmaid's Tale et compagnie. Donc, on a baigné pendant des années dans des univers imaginaires sombres, lourds, pas évidents, pas faciles. Et donc, il y a des auteurs qui ont voulu proposer le pendant, l'inverse. Ne pas raconter la fin du monde, mais raconter comment on a rebâti, après la fin du monde, le monde. Ça peut être des années plus tard. Donc, ne pas raconter toujours la chute, la perte, la misère, mais raconter le futur, que si on s'entraide collectivement, on va pouvoir travailler ensemble. C'est très associé aussi à un autre courant qui s'appelle le solarpunk, où on imagine justement le rôle des nouvelles technologies environnementales pour imaginer comment ces technologies-là peuvent servir à bâtir le monde. Et qu'est-ce qui est intéressant dans ces univers-là, c'est pas de la simple utopie où tout est beau, tout est rose, tout va bien. Il y a des problèmes, mais justement, on les affronte au quotidien ensemble, puis on trouve une façon de les gérer, de passer à travers. Mais souvent, ces univers-là peuvent proposer des mondes où la société ne fonctionne pas par le simple échange d'argent. Il y a un équilibre plus humain qui est intéressant. C'est donc une science-fiction un peu avec le côté intimiste qu'on voit dans certains autres récits qui va permettre de mettre de l'avant les relations humaines. Et pour moi, c'est ça Becky Chambers, là, qui est donc mon autrice américaine favorite en imaginaire, qui a écrit récemment, je pense que je l'ai quelque part, j'espère, au pire vous viendrez voir, un diptyque, une duologie là, de 2 courts textes. C'est magnifique. C'est les plus beaux pour moi en ce moment. Ça s'appelle, là je les ai lus en anglais, c'est A Psalm for the Wild Bolt, ouais. Un psaume pour les... Quelque chose recyclé en français. Ça a été traduit à la Talente, puis c'est chez Tor.com en anglais. Et en gros, c'est tout simple. C'est l'histoire de Dex, sibling Dex. Donc, c'est pas brother Dex, c'est pas sister Dex, c'est sibling Dex. Le concept, la non-binarité est tout à fait accepté et banal dans ce monde-là. On ne lève pas le sourcil ou quoi que ce soit. Et sibling Dex est moine, apprenti moine, et l'ordre religieux en question, c'est dans une autre planète, un autre monde, c'est de devoir écouter, en fait, les soucis des gens, de prendre le temps d'être à l'écoute, un peu comme des thérapeutes, là, finalement, et de leur offrir une boisson chaude concoctée spécialement à chaque fois. Donc, si vous aimez le thé, là, c'est le récit idéal pour vous, c'est apaisant. Et il y a un problème, il manque de quoi il y a un trou là, dans le cœur de Dex et qui va l'amener à devoir partir en genre de pèlerinage, en tournée dans son monde, à rencontrer les gens, les villages, les régions. Et il va y avoir une rencontre tout à fait particulière et la série s'appelle A Monk and Robot Series. Et il y a une rencontre avec un robot, j'en dirai pas plus. Et c'est dans un monde où des siècles plus tôt, les robots étaient présents et servaient à
à la production en usine. C'était donc très capitaliste comme univers. Et un beau jour, les robots ont décidé de juste partir. Et plutôt que de les pourchasser, les forcer à revenir travailler pour l'humanité, les humains se sont dit, bah, oh, OK, on les laisse vivre. Nous, on va vivre nos affaires. Le monde est donc devenu très low-tech. Il y a quand même une technologie présente. Et c'est donc un truc... Si vous ne lisez pas de la science-fiction, normalement, c'est une excellente science-fiction. Becky Chambers s'y connaît en science, même si c'est le mouton noir de sa famille, c'est l'artiste d'une gang de scientifiques. Là. Mais il y a de la science, mais il y a du dépaysement, mais c'est les rapports humains, c'est le texte qui m'a fait le plus de bien pendant la pandémie. Honnêtement, ça va toucher au creux. Oh mon Dieu, pardon. Ça va toucher au creux, puis ça va vous montrer que oui, il y a des problèmes, oui, c'est lourd, oui, c'est sombre, oui, ça va mal, mais on peut avancer, marcher pour que ça aille mieux. C'est vrai, je vois de plus en plus de livres où le noyau, c'est pas la bataille, c'est pas... tu sais, on s'entraide. Le premier livre que j'avais lu cette année, c'était quoi? Legends and Lattes, puis c'est un ogre qui abandonne le combat puis ouvre un café. Donc, ça fait juste chaud au cœur. Moi, je ne sais pas ce qu'on devrait faire de mieux ou de plus où aller, mais je sais que moi, ce qui m'intéresse, en tout cas, ayant fait le jeu de la dystopie un petit peu dans mon premier, c'est de donner plus de place à la poésie, au symbolisme, presque à quelque chose, ce qui vient rejoindre un petit peu ce qu'on vient de dire, donc peut-être quelque chose de plus touchant, je ne sais pas, au niveau un petit peu comme la littérature médiévale. Là, je relisais du Chrétien de Troyes, et je trouve qu'on ne sait pas pourquoi, dans Chrétien de Troyes, tout d'un coup, il y a des fontaines qui explosent, il y a des trucs qui arrivent, et on sait que ça veut dire quelque chose, que c'est lié à des images qu'on a dans notre subconscient. Alors, j'aimerais ramener ça dans la science-fiction, qui est peut-être le côté un peu psychédélique des années 60, qu'on a perdu, je trouve. Alors, je suis là-dedans en ce moment. Là, je suis en train d'écrire. Il y a de fortes chances que ce soit très mauvais. On commence toujours avec du mauvais, puis on s'améliore avec Voilà, le temps. Donc, c'est c'est correct, ce c'est qu'il normal faut que dire. ça commence mauvais. Ouais. J'aime bien la remarque sur le côté psychédélique qu'on a perdu, parce que ce que j'aimerais retrouver, moi, c'est le côté fantaisiste, pas relatif à fantasy, mais fantaisiste qu'il y avait dans la science-fiction à une époque, parce qu'il y a une tendance en ce moment qui veut qu'on inféode beaucoup la science-fiction et l'imaginaire à il faut passer un message politique, promouvoir ci ou ça. Là. Je le vois quand il y a un colloque universel, c'est toujours la science-fiction au service de mettez ce que vous voulez. Le côté ingénieur aussi soit très clean et qu'on... Ouais. non, Ça. Mais j'aimerais ça revenir à des histoires un peu, pas revenir, mais qu'il y ait aussi un peu plus d'histoires où on faisait des expériences de pensée folles, qui n'ont pas l'air utiles sur le coup, mais qui peuvent conduire à autre chose. Et il y a une idée qui me trotte en tête, par exemple, depuis un bout. Je ne sais pas si vous avez vu des reportages sur un organisme qu'on appelle le blob, qui est une sorte de champignon, OK. mais qui n'est pas un champignon, on appelle ça dans le langage technique un organisme syncytial. Très, très étonnante créature qui a, aux dernières nouvelles, 720 sexes biologiques. Wow! Alors, je me suis demandé, quand on parle blob, comment on fait les accords de terminaison, là, les possibilités. Mais là, poussons un peu plus loin. Disons qu'on va être conservateur. Disons que vous avez aussi 720 identités de genre qui correspondent à ça. 720 fois 720 possibilités, plus de 500 000 possibilités. Puis là, en plus, si on pourrait ajouter d'autres paramètres, et commencer par les blobs. Essayer d'imaginer une créature ou une espèce qui est... Puis d'essayer d'imaginer le langage. Moi, je serais incapable de le faire. On risque de mais- blobber ensemble parce que moi, Ouais. dans mon prochain, il y a un blob. Oh! Il y a un blob dans le... Je veux lire cette histoire. Le mien, il est dans l'orbite de Vénus. Il est dans les nuages de Vénus. Vous l'avez entendu ici, on commence l'ère du blob. Mais on commence... Mais Ouais. on est en plein dans l'ère des champignons en ce moment. Oui, absolument. C'est hallucinogène. Il y a des... Ouais, il y a des... Oui, cette conversation Ben, aussi. je vais revenir Last à mon of Star Us. Trek parce que je reviens toujours à mon Star Trek. Même là, il y avait Discovery. il y avait des vaisseaux spatials propulsés par des Par des champignons. champignons. Mais je ne sais pas pourquoi, d'où ça vient cette fascination. Mais probablement c'est ça, c'est le dernier élément du vivant qui nous est parfaitement étranger, je pense. Ça semble intelligent, ça communique, on ne sait pas comment, alors que par exemple des baleines, des machins, on imagine qu'ils ont un langage. Mais les champignons, on ne sait pas. Puis finalement, on pense que c'est con, mais ça l'est pas Et on du l'avait tout. sous les yeux, c'était Oui. confondu avec du lichen, mais c'est un autre organisme. Voilà, donc plus de Carrément. lichens, plus de love et plus de lichens. Longue vie au blob. Donc vie au blob.
Bien, revenons un peu à, justement, notre littérature, à l'imaginaire queer ici au Québec. Tu sais, on l'a déjà dit, il y en a un peu moins peut-être que le petit marché. Tu sais, on n'est pas encore arrivé là, peut-être. Qu'est-ce qu'on peut faire pour encourager nos créateurs d'ici? En publier, en lire, en demander, puis en publier. Oui. Parce que comme Philippe Aubert l'a mentionné, il y a plus juste chez À lire, il y a Philippe Aubert, Sylvie Bérard. Puis là, il faut aussi se dire, OK, il y a personne auteuriste queer en soi et aussi personne non queer qui pourrait explorer les enjeux queer en littérature aussi. Ils ont le droit s'ils le font très sérieusement, respectueusement. Hein? Donc, quelqu'un comme Elisabeth von Arbour, par exemple, qui est notre grande dame de la science-fiction et de l'imaginaire au Québec, même si elle déteste se faire dire ça, mais c'est la réalité. Elle a écrit quand même un des plus gros, c'est un gros roman d'ailleurs, il est quelque part, un des plus importants romans de science-fiction féministe pas juste dans la francophonie, mais dans le monde. Ça a été encensé par Ursula Le Guin et compagnie. C'est Chroniques du pays des mers. Il faut en parler. C'est un matriarcat où tout ne va pas bien parce que ce sont des femmes au pouvoir nécessairement, mais qui va être remis en question par une jeune protagoniste, Lisbeth, qui va... C'est un immense roman. On pourrait en parler pendant 1 heure de ce roman-là. Alors, on en a historiquement, là, depuis les années 70, quand le milieu de la science-fiction s'est vraiment professionnalisé autour des revues, puis dans la fin 90, autour des éditions à lire. Il y en avait déjà, et il y en a toujours. Et là, qu'est-ce qu'on a besoin de voir? C'est peut-être des espaces éditoriaux. Je pense que justement, chez XYZ, il se passe quelque chose. Nous, chez VLB, on a créé VLB Imaginaire et le roman de Sujay Sokol a été traduit à l'automne, au mois d'août, dans cette collection-là. C'est l'idée de faire de la science-fiction, de la fantasy lumineuse, féministe, inclusive et donc immanquablement queer. Et c'est ça qu'on publie. Donc, par exemple, dans le roman de Sujay, Les lignes invisibles, qui est une traduction de Cycling to Asylum, qui est paru il y a une dizaine d'années même, avant Trump, Sujay l'avait écrit en anglais, alors qu'elle habitait avec sa famille à New York. Et ça prévoyait justement comment les États-Unis, un peu comme dans des Handmaid's Tale, mais peut-être moins intensément, deviennent une dystopie. Mais là, 10 ans plus tard, en tout cas, ça s'est avéré, certains éléments se sont avérés vrais. Et la famille doit fuir. Une famille, d'ailleurs, qui n'est pas du tout traditionnelle nucléaire. Là, il y a du polyamour. Les parents sont queer aussi. Les enfants ont leur identité bien ancrée, bien appuyée aussi. Et la famille doit fuir parce qu'il y a le passé du père qui ressurgit. Doit fuir à vélo, parce qu'en anglais c'est cycling to asylum, vers la ville sanctuaire, la ville asile de Montréal. Alors la ville au nord, ils traversent les lignes invisibles là, en français, ils traversent les lignes à vélo pour venir se réfugier à Montréal. Et là, on passe de la dystopie à l'utopie, mais une utopie, comme Le Guin disait pour Les Dépossédés, pour The Dispossessed, un de ses grands romans, une utopie ambiguë. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème à Montréal, comme on est nous-mêmes au courant. On sait que ça ne va pas toujours très bien à Montréal, au-delà des nids de poules. Alors, il y a puis les vélos en nid de poule, bon. Fait que là, il y a des choses à gérer, il y a des choses à combattre à Montréal. La famille va devoir apprendre à vivre ici, puis il y a d'autres problèmes, mais ça finit dans la lumière. Puis la fin est très, très belle. Puis j'ai entendu dire qu'il y aurait une suite, mais bon, je ne peux pas en dire plus. Mais Sue est là, elle pourra vous en parler et signer vos romans. Oui, c'est ça. Il voilà. reste juste une dizaine de minutes. Après ça, vous pourrez aller voir. Oui. Donc, juste une question intéressante soulevée par Mathieu. Les auteurs non queer qui pourraient essayer de faire quelque chose de queer. Parce qu'au niveau cinéma, je pense au cinéaste Ken Russell, qui, en tout cas, d'après mes recherches, n'était pas queer. Mon métal est décédé, mais ses films sont queer en mot à dit, tant dans l'esthétique que dans les sujets. Que bon. Et je pense au cas d'Alice, il y a Patrick Sénécal qui a écrit Alice il y a quelques années. Oui, il y a quelques personnages queer, mais même le roman, dans la texture, l'approche, il y a quelque chose de queer, de dérangé, de dérangeant. Il y a un esprit, je dirais. Et Patrick aussi, dans le roman Ceux de là-bas, a eu une réflexion intéressante. Il a mis un personnage homosexuel. Spontanément, il avait passé un personnage féminin pour être comme le sidekick du héros, puis il s'est dit, pourquoi je ne mettrais pas un personnage gay et tout ça?
Puis, et à mon sens, il a très bien réussi. Il a même prêté à son personnage gay une anecdote un peu paranormale qui m'est arrivée d'ailleurs. C'est pour ça que je suis dans les remerciements. Mais de voir qu'il s'est fait cette réflexion-là que je peux aussi aller vers ça, moi, et mettre en scène des personnages queer, et c'est bien fait. Peut-être aussi que du côté des auteurs non queer, il y a quelque chose d'intéressant qui peut être fait aussi, de dire, ben oui, vous pouvez mettre ces personnages-là ou essayer d'autres esthétiques, et ça peut donner de quoi d'intéressant aussi. Parce que honnêtement, pour moi, qu'est-ce qui est le plus incroyable dans des romans, des fictions que je lis, c'est quand il n'y a pas une seule personne queer. Là. Je sais pas, mon entourage l'est tellement. Là. C'est ça que je trouve pas croyable. Oui, Chris, on arrive à toi. Est-ce que tu as des suggestions pour nos auteurs potentiels ou qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les aider? Des suggestions de... Pour se lancer ou peut-être des choses que nous, en tant que... Pour se lancer, Oui. pour commencer à écrire, oh là là, je suis pas la meilleure personne pour ça parce que j'ai commencé très tard à écrire, moi. J'étais quelqu'un qui ne croyait pas que j'avais quelque chose d'intéressant à dire avant qu'on me le dise, en fait, qu'on me le propose. Et donc je pense qu'il faut... je ne sais pas quoi dire à ça. Il y a un moment, il faut arrêter d'avoir peur. C'est beaucoup de travail. Moi, ce que je sais, c'est que je me donne un certain nombre de règles que je tiens de mes autres métiers. J'ai été journaliste, là, je travaille en publicité. Et ces règles qui sont une sorte de discipline, c'est le nombre de mots que je dois écrire par jour. Et puis, dans chaque bloc de mots que j'écris, il doit y avoir au moins 2 choses. Un sentiment authentique, donc quelque chose qui vient te chercher, et une claque. Alors la claque, ça peut être une phrase qui est bien faite, ça peut être un jeu de mots, ça peut être une vraie claque, là, c'est un personnage qui meurt, ou voilà, mais quelque chose qui fait que ça vient chercher le lecteur, la lectrice, et donc je suis dans une logique de 30 secondes. Toutes les 30 secondes, il y a quelque chose qui doit se passer, ce qui est une logique très publicitaire. Hein, c'est mon réflexe de... Mais en même temps, tu du dis buzz. que tu ne sais pas quoi suggérer, mais je pense que ça, c'est un bel exercice pour même juste commencer, puis Oui. commencer à croire en soi. Oui, ben faut se donner des règles. Oui. En fait, autant en tant que queer, on est un petit peu rebelle, on est un petit peu, on n'aime pas trop la discipline et les règles et être encadré et tout ça, tant que ça, hein, on est plutôt pour la liberté. C'est le contraire. L'écriture, il faut dire non à sa liberté, il faut s'atteler, c'est bien carré, et après ça, c'est l'infini qui prend le contrôle, mais... Comme tu as dit, authenticité, courage d'aller de l'avant, Ouais. un peu de rigueur et discipline. Je pense que tu as oui. dit l'essentiel. Là. Oui, exactement. Donc, puis, je vais mettre Denis Martin sur le spot aussi. Là. J'essaie de le convaincre de faire le prochain concours sur une thématique de science-fiction. Donc, peut-être qu'on va pouvoir encourager des gens. OK. Donc, moi qui suis bibliothécaire, je finis toujours mes tables rondes avec quelques suggestions. Et comme j'ai le grand micro, là, je vais me mettre en premier, puis je vais suggérer 2 livres que j'ai lus l'année passée, que j'ai adorés, puis qui sont disponibles en français et en anglais. Donc, premièrement, il y a Gideon, la 9e, qui est de Tamsin Muir. Je dis toujours son nom de croche, je m'en excuse. Mais j'ai juste besoin de dire une chose, c'est des nécromanciennes lesbiennes dans l'espace. Donc, allez voir ça. Le deuxième, c'est Iron Widow, qui s'appelle comme ça en français aussi, là, de Ziran Zhao, qui est une histoire de science-fiction inspirée de la Chine antique. Donc, on est dans les robots géants qui sont pilotés par un binôme homme-femme. Puis notre héroïne, c'est pas l'héroïne fine, c'est un peu une méchante. Elle va là-dedans pour prendre sa vengeance, tuer le pilote et le système patriarcal qui a tué sa sœur. Donc, là, on est dans la bisexualité, polyamour et des mechas géants. Donc, j'ai adoré. Donc, qu'avez-vous pour nous? Je vois que Mathieu, là, il a apporté quelques affaires. On va aller vite. Ben, écoute, il y en a un que j'ai pas apporté parce qu'il sort dans une semaine. Je peux-tu faire de la plug? Oui, fais la promo. Un beau roman. C'est le premier roman, à moins qu'on vienne... Puis j'aimerais ça qu'on vienne me détromper. Là, j'ai fait des recherches, mais quand même. Le premier roman québécois d'afro-fantasy. Donc, c'est quoi l'afro-fantasy?
ou l'afrofuturiste, il y en a, c'est un autre courant semblable, mais plus science-fictionnel, quoique les frontières sont très poreuses entre l'afrofantasy et l'afrofuturisme. Mais bon, en gros, c'est raconter le futur ou l'ailleurs, mais à partir d'une perspective afro-descendante, qui change un petit peu donc des perspectives occidentales traditionnelles qu'on a pu lire plusieurs fois en science-fiction quand même. Donc, Mélodie Joseph, qui est une autrice de Montréal, qui est née en Martinique, qui a grandi à Saint-Martin, donc dans les Caraïbes, et qui a été très marquée dans son enfance, sa jeunesse, par les ouragans, par les tempêtes, par la mer et tout. Elle a imaginé un univers qui, disons, à la croisée de La Passe Miroir de Christelle Dabos, que vous avez peut-être vu en français chez Gallimard, et la trilogie de N.K. Jemisin, Broken Earth Trilogy, qui est, en français, c'est Terre brisée. Brisé ou fracturé? Brisé? Fracturé. Fracturé. C'est comme un des grands monuments de la science-fiction contemporaine, science-fantasy contemporaine. C'est un univers d'archipels flottants avec des pirates de l'air, mais justement d'inspiration caraïbéenne, comme je disais, mais c'est inscrit dans l'univers. Imaginez ça avec un visuel à la Miyazaki, là, donc ça va vous donner l'esprit de ça. Et on va suivre Olive, qu'on trouve au sol. On n'est pas sur les îles. Elle est dans ce qu'on appelle la tourmente, avec les gaz toxiques et tout ça, qui ne devrait pas être là, mais qui est prise en charge et qu'on va amener... c'est sur 4 volumes, je vous avertis, qu'on va amener à l'aventure. Et pourquoi je le mets comme proposition queer? On parlait d'auteurs qui sont non queer, mais qui peuvent explorer. En tout cas, pour Mélodie, je ne sais pas, mais Olive... Je ne veux pas faire de spoil, mais elle est jeune, c'est une adolescente, mais il y a une découverte de soi qui va suivre un arc narratif queer à travers la série. C'est un très beau roman, c'est le fun à lire, c'est ça qu'on aime aussi, là, du divertissement, mais c'est... Il n'y a aucun personnage qui va être présenté genre « et la couleur de sa peau est ébène ». Non, mais vous n'allez peut-être pas le réaliser vous-même, mais ces personnages-là sont essentiellement très souvent noirs, justement. Donc, on est dans un univers où la représentation est présente sans en faire un message, sans peser toujours dessus. Et c'est plein d'autres enjeux que ça, finalement, qui vont être autour de ça. Et le roman sort donc le 14-15 février et on fait le lancement à la librairie Saga le lundi 13 février avec l'autrice en Donc, allez-y présence. tous. Venez, on va voir, ça va être le fun. Mon Dieu, le titre. Regarde, la respiration du ciel, qui renvoie à une scène très belle dans le roman, là, vous irez voir. Et c'est le premier volume d'une série qui s'appelle La Semeuse de vent. Super, merci. Chris, je vois que tu as ton téléphone prêt. Ouais, moi j'aime bien. Alors, j'ai pas amené toute une pile, mais je vais en citer 2. Kai Cheng Tom, Fierce Femmes and Notorious Liars and Danger. Voilà, celui-là, qui en français, c'est. Il est à la table ici. Il est là. Arrête de le secouer. Merci. Femme magnifique et dangereuse. C'est vraiment très, très chouette. C'est sorti il y a 1 an et demi chez XYZ et c'est une histoire d'une femme trans qui quitte sa maison et qui finalement est adoptée par un gang qui s'appelle les Lipstick Lacerators, un gang de femmes trans qui tabassent les hommes hétéros. C'est vraiment très, très chouette. Et on sait toujours que c'est toujours les femmes trans qui sont les premières dans la révolution. Non, mais ils en demandent des Chris, fois. Puis juste vraiment, là, allez le lire. Je ne sais pas s'il est là. Il est juste là. Mais il y a un certain libraire du nom de Mathieu qui a remporté le combat au mot de fierté littéraire en défendant ce roman-là l'année passée, au mois d'août. Voilà. C'est immanquable, incontournable. Donc, ton deuxième livre? Le deuxième, c'est un truc que j'ai lu récemment qui s'appelle August, en anglais, August Kicto and the Meccas from Space, de Alex White. Tu connais pas, hein? Non. Eh ben, pour une fois, tu vois. Merci. Alors, c'est une personne gay qui est un pianiste jazz, qui est très, très en amour avec une personne non-binaire, superstar, un peu Lady Gaga non-binaire, un peu le genre. Et puis, il se trouve que la planète Terre est en train d'être envahie par des extraterrestres géants qui sont dans des gros robots mécaniques comme ça.
et un de ces robots décide de fusionner avec le pianiste et voilà, ils se battent contre l'invasion. Ok. Alors c'est une histoire d'amour non binaire, vraiment rigolo. Ça parle beaucoup de musique et de Faudrait que je robots vois géants. ça, je le connaissais pas non plus. Voilà, si t'aimes les robots géants, c'est dans le même genre. Oui, que exactement. Iron Widow. Puis là, il nous reste 2 minutes, donc on va laisser 1 minute. Donc, OK, on me dit 1 minute. 4 suggestions par ordre différent de difficultés pour découvrir l'imaginaire queer. Alors, de la part d'un homme gay, Clive Barker, Hellraiser. C'est pas le meilleur livre de Clive Barker. Il en a fait des plus sophistiqués, mais c'est lui une très bonne introduction. Certains ont sûrement vu le film d'horreur qui en a été tiré, où il y a des monstres qui sont évoqués par une sorte de boîte magique pour apporter des plaisirs interdits aux gens. Quand vous relisez cette histoire d'horreur-là en disant que finalement les monstres, c'est des adeptes de BDSM queer qui vous invitent à leur party, ça a du sens aussi. Parce que c'est vraiment de l'horreur. Parce que c'est vraiment de l'horreur, mais avec sous-entendu. Poppy Z. Bright, un auteur trans aujourd'hui du nom de Billy Martin, mais qui continue à publier avec son pseudonyme d'origine, Les Contes de la Fée Verte. Donc, c'est plusieurs nouvelles avec des ambiances très queer, des personnages queer, tout ça. C'est inoubliable, ça vaut la peine. Une auteure que j'ai découvert récemment qu'elle était lesbienne, donc Caroline G. Cherry, Le cycle de Chanure, qui est édité récemment, qui est encore édité chez J'ai lu. Ça, c'est ma vieille version avec une illustration vraiment vintage. En tout cas, on ne parlera pas de l'illustration, mais Oh, mais les c'est de la illustrations science-fiction. pauvres sont très populaires. Et le dernier, Marlon James, auteur afro-américain queer, un roman qui, c'est pour connaisseurs disposés, il faut avoir le temps, mais quand on se laisse glisser dedans, ça marche vraiment. Et j'aimerais juste une anecdote, le fun, tu sais, mais le livre de Suji Sokol ou de Mélodie Joseph, tout ça dans la collection Vélib Imaginaire, il y a une directrice littéraire qui fait un travail intéressant sur les livres, Geneviève Loin, qui est une survivante des ateliers d'Elisabeth von Arbour, comme moi, qui est aussi d'aller apprendre. Donc, le monde est quand même très petit. Oui, très petit. Donc, Et bravo là, à ton travail, on me Geneviève. dit que c'est fini pour le temps queer, là. Le temps geek queer. Là. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre attention et je remercie nos invités. Vous allez pouvoir les découvrir aux tables ici. Donc, venez acheter, parler. On pourrait aussi découvrir tous les livres que Mathieu a emmenés. Donc, merci encore et passez une bonne journée. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde. Merci beaucoup à tout le panel. Vous pouvez quitter maintenant si vous voulez. Moi, je vais juste faire une petite promotion pour les livres qui sont des collectifs de Fierté Montréal. Excusez-moi, on va... Fierté littéraire. Je vais finir par le dire la bonne chose, je vous le promets, avant la fin du week-end. OK. Donc, alors, j'y vais dans l'ordre. Alors, ma première fois, qui est un des premiers collectifs Transpoésie, c'est l'amour, genre. Alors, un deuxième Transpoésie. Il y a eu aussi, il y a de la fierté dans l'air, qui était sous la direction de notre ami Denis Martin Chabot. Et une fierté à une ville. Les mots qui libèrent, et un autre que j'ai parlé il y a quelques instants, en fait, dans une première présentation, Bas les masques, la dernière production de collectif pour fierté littéraire.